Bonjour à tous. Donc aujourd'hui nous allons parler de limite et de continuité. Nous allons voir ce que c'est la limite d'une fonction, qu'est-ce qu'on peut en dire, qu'est-ce que ça veut dire qu'une fonction est continue, et on essaiera de voir quelques théorèmes ensuite relatifs à la continuité. Donc si on regarde les limites, on peut regarder d'abord la limite en un point ou la limite en plus l'infini. Alors on va commencer par la limite en un point que je vais appeler x0 et qui est dans R. Alors, pour ça, dans cette partie-là, je vais prendre I qui est un intervalle de R, que je vais noter comme ça, I un intervalle de R, et je vais prendre, donc x0 appartient à cet intervalle I, et je vais prendre F qui est défini de I, alors peut-être privé de x0, dans le cas général, mais elle peut être très bien définie en x0, et qui va dans R. Alors, premier point, on va se demander qu'est-ce que ça veut dire que la limite de f de x quand x tend vers x0 est égale à L. L étant un point de R. On va essayer de traduire ça mathématiquement avec des quantificateurs pour lui donner un sens. Alors, si on regarde sur un schéma ce que ça fait, si je mets le point x0 ici et la limite L ici, intuitivement, on a envie de dire que la fonction, quand l'abscisse se rapproche de x0, mon f de x se rapproche de L. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je me rapproche, donc ici j'ai L et x0, donc si je me rapproche de x0, ma fonction f de x, donc ma courbe, se rapproche de L, à gauche et à droite. Alors, petite subtilité, la valeur de f en x0 n'est pas importante. C'est-à-dire que f peut très bien ne pas être définie en x0, c'est ce que j'ai dit ici, et elle peut très bien être définie en x0, mais être complètement ailleurs. Donc là, en fait, on n'est pas défini en x0, donc il y a un tout petit point, un seul point en fait, qui n'est pas visible normalement, où f n'est pas défini, et partout ailleurs, on voit que quand x tend vers x0, bah, f de x tend vers L. Alors ça veut dire quoi mathématiquement? Ça veut dire que si je prends ici un petit intervalle autour de L, donc de taille epsilon, on notera ça en général epsilon strictement positif, quelque chose qui est très petit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que bah, forcément, si ma limite est L, quand je me rapproche de x0, mon f de x va se rapprocher de L. Ça veut dire que si je prends un petit intervalle comme ça, je dois pouvoir trouver un intervalle autour de x0 tel que ma fonction reste dans ce tube, dans ce tunnel de longueur 2 epsilon, de rayon de diamètre 2 epsilon. Ici, j'ai 2 epsilon. Alors là, on voit que c'est possible parce que si je me situe ici, là, à partir d'ici, je commence à rentrer dans le tunnel et à partir d'ici, je commence à en sortir. Donc si je prends un petit intervalle centré en x0, ici de longueur alpha, celui-là par exemple, alpha ici et alpha ici, et que je regarde ici mon ouvert x0 moins alpha, x0 plus alpha, on voit bien que tous les f de x pour x compris dans ce petit ouvert vont être dans le tunnel que j'ai pris ici, sauf x0 bien entendu. J'ai dit que ce n'était pas très important. Alors on va essayer de traduire ça mathématiquement. On veut que ça soit vrai, et on veut que ça soit vrai pour tout epsilon strictement positif. Si j'avais pris un tunnel plus petit, bah on aurait juste eu ici un intervalle plus petit, mais on aurait pu en trouver un aussi. Donc ce qu'on veut, dire que la limite de f de x c'est L, c'est dire que pour tout epsilon positif, strictement positif, attention, hein, si vous prenez epsilon égale 0, ça vous poussera à ce que la fonction soit constante sur un petit intervalle. Donc c'est faux, il faut toujours que l'epsilon ici soit strictement positif, c'est très important. Pour tout epsilon strictement positif, on a dit quoi? On doit trouver un petit intervalle centré en x0. Ça veut dire qu'il existe un certain alpha strictement positif, tel que pour tout x dans ce petit ouvert, pour tout x dans x0 moins alpha, x0 plus alpha. Alors, j'ai dit qu'en x0, ce n'était pas très important, donc je vais le priver de x0. Qu'est-ce qu'on veut? On veut que la distance de f de x à L soit plus petite que epsilon. Si je suis là,
La distance entre f de x et L est plus petite que epsilon. Vous avez vu dans le cours sur les fonctions usuelles que la distance, c'est la valeur absolue. Donc f de x moins L est strictement inférieur à epsilon. Alors, strictement inférieur ou inférieur ou égal, ici c'est la même chose. On peut montrer qu'on a équivalence. Vous pouvez mettre ce que vous voulez à cet endroit-là. Alors, ce charabia-là, ces quantificateurs-là, c'est exactement la définition de la limite, d'une limite finie en un point. Alors, seconde chose, on va essayer de traiter maintenant la limite en plus ou moins l'infini. Alors, c'est la même chose, on va traiter en plus l'infini. On va regarder qu'est-ce que ça veut dire que la limite de f de x égale plus l'infini quand x tend vers x0. Alors pour ça, de la même manière, on va faire un dessin. Et on va se demander ce que ça veut dire. Alors, si je veux faire la même chose que tout à l'heure, je me dis que quand mes abscisses vont se rapprocher de x0, ma fonction va devoir partir en plus l'infini, va devoir partir très 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 loin. C'est ce que vous avez peut-être vu. Votre fonction elle va partir en plus l'infini quand on se rapproche de x0, à gauche et à droite. Alors, qu'est-ce que ça veut dire partir en plus l'infini? Ça veut dire qu'à partir que n'importe quelle valeur que je prends ici sur l'axe des ordonnées, ma valeur a, peu importe le a que je prends aussi haut que je veuille, à un moment je vais le dépasser quand je vais me rapprocher de x0. Alors on va traduire ça comme tout à l'heure sous la forme de quantificateur. Donc peu importe le a que je prenne, donc pour tout a dans grand R, qu'est-ce qui doit se passer? Si je me rapproche de x0, je dois pouvoir trouver un intervalle aussi petit que je veux, mais je dois pouvoir trouver un petit intervalle autour de x0 tel que tous les f de x seront plus gros que a. Comme tout à l'heure, on peut dire qu'il existe un alpha strictement positif tel que pour tout x appartenant à x0 moins alpha, x0 plus alpha, toujours privé de x0. Cette valeur n'est pas importante, la fonction n'est pas forcément définie en x0. Qu'est-ce qui se passe dans cet intervalle-là? F de x est plus gros que a. Et vous avez ici la définition de la limite en plus l'infini. Ça, c'est équivalent au fait que la limite de f de x, quand x tend vers x0, égale plus l'infini. Deux remarques ici. D'abord, en moins l'infini, c'est la même chose. C'est la même chose, vous prenez un a qui est en bas et vous avez, pour tout a dans R, f de x est plus petit que a et vous avez la limite en moins l'infini. Mais sinon, c'est exactement la même chose que ce qu'on a vu tout à l'heure. Le principe est le même. Je vous conseille toujours de faire un dessin dans des exercices d'analyse pour retrouver ces choses-là. Si ça vous échappe, refaites un dessin et reposez-vous la question. Autre chose, il est très important de regarder la limite à gauche et à droite. Si la fonction n'était pas du tout définie de ce côté-là, ou si par exemple elle était ici, sous cette forme-là, on aurait pu dire que la limite à gauche de x0, donc en x0 plus, pardon, à gauche, donc en x0 moins, était égale à plus l'infini, mais que la limite en x0 plus était égale à moins l'infini. Alors, voilà pour la limite d'une fonction en un point. Tout de suite, on va passer à la limite d'une fonction en plus ou en moins l'infini. Alors maintenant, on va regarder les fonctions, les limites des fonctions en plus et moins l'infini. Alors pour ça, je vais prendre f, comme tout à l'heure, qui est défini de i dans R, et je vais prendre i qui va être de la forme, alors fermé ou ouvert en a. Ce qui est important, c'est qu'on est jusqu'en plus l'infini, avec a qui est dans R. Je vais faire le cas en plus l'infini, on aurait pu faire le cas en moins l'infini, c'est exactement la même chose. Je vais traiter le cas en plus l'infini, le moins l'infini dans votre polycopier. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, comme tout à l'heure, que f de x tend vers L, une limite finie, quand x tend vers plus l'infini. Alors ça, c'est un peu analogue à ce que vous avez vu sur les suites. Sur les suites, rappelez-vous, on faisait que un tendait vers L quand n tendait vers plus l'infini. Si je refais un petit dessin ici, on avait dit que quand on est assez loin,
donc en plus l'infini, on va tendre justement vers ce L là. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça veut dire que si je vais prendre des x qui sont assez loin vers plus l'infini, eh bien mon f de x va se rapprocher de L. Alors on fait exactement la même chose que pour le point que pour tout à l'heure en x0. On prend un petit tunnel autour de L. Donc ici on a L plus epsilon et ici on a L moins epsilon. Et on prend un tunnel de taille 2 epsilon. Ce que ça nous dit, f de x tend vers L quand x tend vers plus l'infini, c'est que quand mon x va être très grand, je vais être très proche de L. Donc à partir d'un moment, il va exister un certain b à partir duquel ma fonction va tout le temps rester dans ce tunnel-là. Par exemple, on fait ce qu'on veut, et là, ma fonction reste et restera toujours dans ce tunnel-là. Ça doit être vrai pour tout epsilon strictement positif. C'est-à-dire que si je prends un epsilon beaucoup plus petit, il faut juste que mon b, je le prenne beaucoup plus loin. Par exemple, ici, si je prends epsilon 2 fois plus petit, mon b va être à peu près là. Et j'aurai, de la même manière, quelque chose qui restera dans le tunnel plus petit, etc., etc. Donc, dire que f de x tend vers L quand x tend vers plus l'infini, c'est dire que pour tout epsilon positif, il existe un certain b que je peux prendre dans R, tel que quoi? Tel qu'on soit dans le petit tunnel. Donc, ça veut dire que f de x et L sont à une distance plus petite que epsilon. Donc, que la valeur absolue de f de x moins L, pardon, c'est que du coup pour tout x plus gros que b, quand même, pour tout x supérieur ou égal à b, la valeur absolue de f de x moins L est strictement plus petite que epsilon. Pareil ici, strictement plus petite ou inférieure ou égale. Alors, dernier cas qu'on va faire, on va regarder une limite infinie en plus ou moins l'infini. Alors, ça, je le garde. Et on va se demander ce que ça veut dire que la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, par exemple, est égale à plus l'infini. Alors, ça va être exactement la combinaison de ce qu'on a vu avant sur une limite en un point et une limite en l'infini. Je fais mon dernier schéma. Dire que je tends en plus l'infini, ça veut dire que n'importe quelle quantité peut être dépassée. Donc, peu importe le a que je prends, mon f de x va être au-dessus de ce a. Quand ça, à partir du moment où je vais être très grand. Ma fonction au début fait n'importe quoi et elle va partir en plus infini. Et donc pour n'importe quel a, je peux trouver un b tel que pour tous mes x ensuite, je sois au-dessus de a. Alors, si je l'écris en termes de quantificateur, ça me dit que pour tout a dans R, et il existe un b dans R tel que pour tout x supérieur ou égal à ce b, mon f de x soit supérieur ou égal à a. Voilà, on a vu 4 cas principaux. Alors, vous avez aussi les cas en plus l'infini, moins l'infini, qui sont dans votre polycopier. Vous pouvez aussi remarquer, je ne l'ai pas précisé, mais que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, quand c'est égal à un point, on a une asymptote qui va être horizontale. Et sur la limite, on a un point x0, vous allez avoir dans un certain cas une asymptote verticale. Je vous laisse vous référer à votre poly pour regarder ça. Et on va passer tout de suite à la caractérisation séquentielle d'une limite. Alors, la caractérisation séquentielle d'une limite, qu'est-ce que c'est? C'est se dire, plutôt que de regarder la limite d'une fonction en tant que telle, je vais m'aider de ce que j'ai déjà fait sur les suites pour essayer de prouver un résultat de limite. Alors, le théorème, quel est-il? Je vais d'abord prendre une fonction qui va de i dans R et je vais prendre x0, un point de i. On va se placer dans le premier cas où on va regarder une limite finie en un point. Tous les autres cas sont les mêmes. Alors, qu'est-ce que me dit ce théorème? Il me dit que la limite
le fait que la limite de f de x quand x tend vers x0 soit égale à L, qui est un réel, c'est équivalent au fait que pour toute suite un qui converge vers x0, qu'est-ce qui se passe pour toutes ces suites-là? Eh bien, f de un, qui est une suite, f de un c'est une suite, tend vers L quand n tend vers plus l'infini. Alors, il y a deux choses très importantes ici. Il faut que ça soit vrai pour toute suite qui converge vers x0. S'il y en a une pour laquelle ça ne marche pas, bah, vous ne pouvez pas en déduire le résultat. Et ensuite, c'est que f de un, c'est une suite. Donc, vous calculez la limite de f de un comme vous avez calculé une limite dans le chapitre des suites. Alors, ce théorème, on peut se dire à première vue, il est quand même compliqué. Il est compliqué parce qu'il faut prendre toute suite générale. On ne peut donner aucune forme à cette suite-là. Et il faut montrer pour toute suite qui tend vers x0, f de un tend vers L. Alors, c'est vrai, c'est compliqué. Mais l'intérêt de ce théorème-là, il est dans un autre aspect. Il est pour montrer qu'une suite n'est pas convergente. Effectivement, si vous prenez la contraposée de ce théorème, il vous dit que si vous arrivez à trouver deux suites convergentes vers x0, telles que, donc deux suites un et vn, telles que f de un tendent vers une limite et f de vn tendent vers une autre limite, eh bien vous n'avez pas de convergence pour votre fonction f. Donc c'est un théorème qu'on utilise en général, pas dans son sens classique, mais on l'utilise plutôt dans un cas de démonstration par l'absurde, pour montrer qu'une fonction n'est pas convergente. Je vous conseille de le retenir pour ça. Alors, les limites, c'est bien, mais ça a une utilité, ça sert beaucoup en continuité. Maintenant, on va se demander, qu'est-ce que ça veut dire qu'une fonction est continue? Alors, ce que vous avez vu jusqu'à présent pour dire qu'une fonction était continue, c'est qu'on était capable de la tracer sans lever le crayon ou sans lever la craie pour moi. Donc une fonction qui est comme ça, que je trace en un morceau, sur un intervalle i, elle est continue. Alors on va essayer de préciser un petit peu ce que ça veut dire cette chose-là. Ça veut dire quoi ne pas lever le crayon? On va donner un sens mathématiquement à ne pas lever le crayon. Pour ça, on va commencer par la continuité en un point. Donc on va voir ce que ça veut dire. On va prendre pareil f qui va d'un intervalle i dans R et on va prendre x0, un point de i. Donc, je vais tracer ma fonction continue, qui est à peu près la même qu'ici. Donc voilà, mon point x0 ici, qui est là, et ici f de x0. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la continuité en un point x0? Alors, il y a une définition qui est très simple, qui est de dire que f est continu en x0 si et seulement si la limite de f de x quand x tend vers x0 est égale à f de x0. Vous vous rappelez tout à l'heure dans les limites, je vous avais dit que le point défini en x, le point f de x0 n'avait aucune importance pour la limite de f en x0. Il n'a aucune importance sauf dans la continuité. Dans la continuité, on nous dit que ce point-là est justement égal à sa limite. Donc ça, ce que je vais tracer tout à l'heure, où là on avait x0, ici on avait un certain L et f de x0 ici, et bien dans ce cas-là, f n'est pas continu en x0. Elle est continue si la limite L est effectivement f de x0, donc si le point f de x0 est ici. Alors ça doit vous faire penser à certaines fonctions qui ne sont pas continues en certains points. Par exemple, la fonction partie entière. La fonction partie entière, si vous vous souvenez de votre cours sur les fonctions usuelles, entre 0 et 1, elle vaut 0, entre 1 et 2, elle vaut 1, etc. etc. Ici, c'est 1, 0, 1, 2. Et on a bien une discontinuité en 1 de manière certaine puisque la limite de f de x n'est pas égale à 1 quand x tend vers 1. Pourquoi elle n'est pas égale à 1? Parce que simplement,
f de x n'admet aucune limite en 1. La limite à gauche va être égale à 0, la limite à droite va être égale à 1. Et donc, vu que f n'admet pas de limite, elle ne peut pas être continue. C'est une contradiction par rapport à la définition qui est ici. Alors, si je traduis cette continuité en termes de quantificateur maintenant, je peux utiliser ce que j'ai fait là-bas ou le schéma que j'ai ici, c'est de dire que de la même manière, si je prends un petit tube autour de f de x0, quand je me rapproche de x0, je vais forcément me rapprocher de f de x0. Donc je vais pouvoir trouver un certain intervalle x0 moins alpha, x0 plus alpha ici, tel que pour tout x compris dans cet intervalle-là, on soit assez proche de f de x0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que f est continu en x0, qui est un point de i, si et seulement si pour tout epsilon strictement positif, il existe un alpha strictement positif tel que pour tout x compris entre x0 moins alpha et x0 plus alpha, f de x moins f de x0 soit plus petit que epsilon. C'est ce qu'on a vu sur ce dessin-là. Pour tout epsilon que je prends, je peux trouver un petit intervalle autour de x0 tel que si mon x est là-dedans, je suis très proche de f de x0. C'est exactement ce qu'on a vu ici. Alors, ce que vous aviez vu peut-être avant, c'était de dire que f était continu sur un intervalle. C'était qu'on était capable de tracer f sans lever le crayon. Ça veut dire quoi que f est continu sur un intervalle? Ça veut simplement dire que f est continu en tous les points de cet intervalle. Donc, si f est continu sur i, ça veut dire que pour tout x dans i, f est continu en x. Alors, la continuité, c'est bien, c'est joli. On sait qu'on est capable de tracer une fonction sans lever le crayon, mais vous allez me demander quelle utilité ça a. Alors, on va voir qu'il y en a beaucoup. Il y a énormément de théorèmes qui nécessitent que f soit continu et on va les voir maintenant. Maintenant que nous avons défini la continuité, nous allons voir un des théorèmes les plus importants en analyse qui s'appelle le théorème des valeurs intermédiaires. Alors, qu'est-ce que me dit le théorème des valeurs intermédiaires? On va d'abord le regarder sur un dessin et on verra ensuite comment l'exprimer en termes de quantificateur. Le théorème des valeurs intermédiaires, il me dit que si une fonction est continue entre deux points A et B, n'importe quel point que je prends entre les images de ces points A et B, donc n'importe quel point que je prends entre f de A et f de B, n'importe quel point lambda, ce point-là admet un antécédent par la fonction f. C'est-à-dire qu'il existe un certain c qui est entre A et B tel que f de c égale lambda. Alors vous allez me dire, c'est quelque chose qui paraît évident. Pourtant, si vous regardez une fonction qui n'est pas continue, par exemple celle-ci, A, alors ici on va essayer quand même d'avoir un intervalle. Donc on a une fonction qui est bien définie sur AB. On a f de A qui est ici et f de B qui est là-haut. Et si je prends ce lambda compris entre f de A et f de B, vous voyez bien qu'il n'admet aucun antécédent. Donc la continuité est indispensable au théorème des valeurs intermédiaires. Alors, si je l'énonce, il me dit que si je prends f qui va de AB dans R, avec A strictement plus petit que B, et que cette fonction est continue qu'on peut noter C0, vous verrez dans le cours sur la dérivation pourquoi. C'est une abréviation qui est très classique que vous pouvez utiliser. Il me dit que pour tout point, pour tout lambda compris entre f de A et f de B. Alors j'écris cette phrase en français simplement pour ne pas écrire l'intervalle f de A, f de B. J'aurais pu l'écrire, mais si la fonction est décroissante, par exemple, ce n'est pas l'intervalle f de A, f de B, mais c'est l'intervalle f de B, f de A. Donc, en pratique, vous écrirez l'intervalle f de A, f de B ou f de B, f de A. Dans le cas général, je préfère l'écrire en français. Qu'est-ce qui se passe
pour ce lambda compris entre f de A et f de B, eh ben, il existe un point C compris dans AB tel que f de C égale lambda. Ça n'a l'air de rien, mais c'est un théorème très puissant. Alors, ce C qui est ici, plusieurs remarques, ce C, il n'est pas forcément unique. Alors, ici, je l'ai défini, j'ai une fonction qui s'y prête bien, mais si j'avais une fonction un petit peu différente qui fait ça, par exemple, ben, j'aurais pu avoir ce C ici qui convient et un C1 ici qui convient également. Donc attention, dans le théorème des valeurs intermédiaires, le C, il n'est pas unique. Pour que cet antécédent soit unique, il faut imposer une stricte monotonie à f. Si f est strictement monotone, ça veut dire qu'elle est strictement croissante ou qu'elle est strictement décroissante, le point C est unique. C'est ce qu'on appelle le théorème de la bijection. Vous pouvez voir dans votre police, c'est ce qu'on appelle le théorème de la bijection. C'est quelque chose qui est très fort parce que si une fonction est strictement croissante, on peut définir une bijection réciproque à cette fonction-là. Autre point important, ici j'ai travaillé sur un segment. On peut aisément montrer à partir de cette formulation-là que ça reste vrai en plus ou moins l'infini. Si au lieu d'avoir B, j'avais plus l'infini et que f de x tendait vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini, j'aurais très bien pu dire, j'aurais pu remplacer ici mon b par plus l'infini et ici mon f de b par plus l'infini et tout serait resté correct. Alors, ce théorème très intéressant, je vais vous donner une autre formulation qui est un peu peut-être, qui vous semble un peu moins naturelle aujourd'hui, mais qui le sera beaucoup plus quand vous ferez de la topologie. On peut exprimer le théorème des valeurs intermédiaires d'une autre manière et dire que l'image d'un intervalle par une fonction continue est un intervalle. Fonction continue est un intervalle. Un intervalle, c'est quoi? Si vous vous souvenez, c'est quelque chose qui est en un seul morceau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'image de f de x est bien en un seul morceau et que n'importe quel point que je prends dans ce morceau admet un antécédent. Alors, je ne vais pas vous faire d'autres théorèmes, je vous invite à regarder le polycopier. Donc, le théorème de la bijection, j'en ai parlé un petit peu. Il y a un théorème très important qui est sur l'image d'un segment, qui est de dire que l'image d'un segment par une fonction continue est un segment. Et vous verrez qu'une fonction qui est définie, une fonction continue qui est définie sur un segment, elle est forcément bornée et elle atteint ses bornes. Mais je vous laisse regarder votre polycopier et n'hésitez pas à nous envoyer un mail à l'adresse math@optimalsuspect.fr si vous avez des questions à propos de ce théorème. Merci.